Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'analogie dans l'œuvre de Piaget, avec la réponse d'une recherche un peu improvisée sur la réponse de l'édition numérique des œuvres de Piaget. Dans l'historiographie piagétienne, la question de l'analogie est une zone impensée. À cet égard, on va explorer deux hypothèses. D'une part, l'analogie est employée par Piaget pour désigner un mécanisme flou du développement, et d'autre part, que l'analogie est une figure d'argumentation qui porte sur la mise en relation d'entités commensurables, qui peut aboutir sur un lexique de la relation. Sa fonction est de jeter des ponts par hypothèse entre différents objets ou domaines, correspondant ainsi à une des formes de la créativité. Comme outil, on va utiliser le laboratoire textométrique Piaget, rattaché à l'édition numérique des œuvres de Piaget. On en dira plus dans les questions. Nous procéderons par voie historique pour saisir la production des significations de l'analogie dans le cadre épistémologique constructiviste, où chaque état de l'œuvre est imprévisible à l'avance, mais devient explicable par la suite. Dans l'œuvre de Piaget, une source précoce qui vient orchestrer l'usage de l'analogie est la psychanalyse. En effet, dans son premier article de 1920, Piaget interprète un rêve dans lequel, dit-il, la pensée autistique a tablé précisément sur les analogies. Cette proximité initiale entre l'analogie et l'autisme, qui est le représentant de la pensée, de la psychanalyse pour Piaget, peut être testée grâce à un outil du laboratoire, les chronologies. Voici le premier graphique, la fréquence absolue des termes analogie, autisme et autistique dans l'ensemble du corpus piagétien. En commentaire, on peut dire que le premier pic dans l'utilisation d'analogie date de 1925 et coïncide avec le pic des termes autisme et autistique. Toutefois, cette relation n'emporte pas, d'une part, toute la variance du pic, et ensuite, après 1932, il y a disparition de la relation entre autisme et analogie. Ces faits suggèrent trois directions. D'une part, analogie ne provient qu'en partie de la psychanalyse. Deuxièmement, la coïncidence des pics ne préjuge pas de la relation entre les termes. Et troisièmement, il y a absence de relation entre les termes après 1930. Oui, je suis un peu en mode TGV, mais voilà, on s'habitue avec le temps. Voyons donc les années 20. Un réseau de mots pour cette période montre que l'influence de la psychanalyse est plus faible que pensée. En effet, dans ce graphique, seul un terme, le rêve, renvoie au vocabulaire psychanalytique. Les adultes psychanalysés qui étaient les sujets de l'article initial de 1920 ont disparu au profit de l'étude de l'enfant et l'autisme, dont il n'est pas question dans ce réseau, est remplacé par des formes cognitives qui sont le syncrétisme, les représentations, les schémas, la causalité, le raisonnement, l'assimilation, les jugements, le langage, etc. Autrement dit, la psychanalyse fournissait une première impulsion pour l'insertion du terme analogie chez Piaget, qui est ensuite orienté vers l'explication développementale. Qu'en est-il justement dans les modèles explicatifs ? Dès 1923, Piaget utilise l'analogie dans son modèle d'explication du développement. Cette année paraît Le langage et la pensée chez l'enfant, où il discute des modes de raisonnement enfantin, notamment la transduction, qui est la capacité à opérer une déduction artificielle allant du particulier au particulier. Il forge le terme composé schéma d'analogie pour qualifier cet élément du raisonnement de l'enfant. Ces schémas vont de pair avec le syncrétisme, qui est une forme de pensée procédant de manière confuse, non analytique et non explicite. Je cite: « La logique égocentrique est plus intuitive plus syncrétique que déductive, c'est-à-dire que ses raisonnements ne sont pas explicités. Le jugement va d'un seul bond des prémices aux conclusions en sautant les étapes. Il emploie des schémas personnels d'analogie, souvenirs du raisonnement antérieur, qui dirigent le raisonnement ultérieur sans que cette influence soit explicite. » Le mécanisme qui subsume l'analogie, c'est donc le schéma d'ensemble par lequel l'enfant comprend une situation sans la capacité de l'analyser. Pour le montrer, Piaget étudie la compréhension des proverbes, on en a parlé un peu ce matin, où les significations attribuées par les enfants sont ramenées à des schémas d'ensemble qui utilisent l'analogie. Je cite encore, « On présente à l'enfant un certain nombre de proverbes faciles à comprendre et un certain nombre de phrases correspondantes, dont chacune a le même sens que l'un des proverbes donnés. On prie l'enfant de chercher la correspondance. Or, jusqu'à 11-12 ans, l'enfant choisit la phrase correspondante au hasard d'analogies toutes superficielles. L'analogie est donc un élément d'un mécanisme d'ensemble schématique et syncrétique, mais non opératoire.
Participant à comprendre le développement et en particulier le raisonnement, son statut est flou, on pourrait dire paraconceptuel. Elle est une sorte de trait stochastique de la période préopératoire, un élément du syncrétisme, mais pas proprement considéré comme un mécanisme de développement. Je vais parler maintenant de l'expérience du texte. Bien que Piaget soit certainement le meilleur représentant d'une théorie donnant la priorité à la pensée sur le langage, il explore aussi le langage comme outil de pensée. Ainsi, il cultive, comme tout chercheur ou chercheuse, l'expérience du texte qui consiste à affronter l'inconnu sur le plan du langage et à produire des néologismes. On en a eu un exemple avec le Donald Trumpisme ce matin, d'expérience du texte. L'analogie sert de terrain d'expérimentation sémantique composé avec d'autres mots pour obtenir des significations différenciées. Une des techniques employées dès 1922, donc il y a plus d'un siècle, est la différenciation par composition. Il intègre analogie à un terme composé peu lexicalisé, comme le montre le tableau numéro 1. Ce tableau liste les termes composés avec analogie, analogie médiate, jugement d'analogie sur la gauche, et il montre deux tendances. Il y a des périodes de création de termes composés, d'une part les années 20 et les années 40, périodes qui correspondent à deux modèles d'explication du développement différents. Deuxièmement, la longévité, donc la durée de vie, on peut dire, des termes dans l'œuvre, suit deux régimes. Un régime court lié principalement à une époque et un régime plus long où les termes composés sont réemployés, vraisemblablement devenus indépendants du modèle d'explication. Le régime court indique une forme de lexicalisation périodisée où les termes composés dépendent des modèles. La longévité des termes, qui sont abandonnés ou qui sont en durée, et leurs transformations sont ainsi des indices de la dépendance ou indépendance des termes vis-à-vis du modèle. Par exemple, un terme comme coopération, qui désigne un mécanisme de développement dans les années 20, est réinterprété dans les années 40 comme coopération, et il est transformé et peut donc traverser divers modèles. Je vais parler maintenant de cette question de l'abandon des termes qui sont des termes composés d'analogie. Pourquoi certains termes sont-ils abandonnés ? On peut invoquer leur dépendance au modèle et bien sûr le fait que d'autres concepts vont s'imposer par la suite. Mais on peut surtout tester ce genre d'hypothèse. D'autres termes qui sont nettement plus conceptuels vont en effet prendre le relais. Typiquement, dès les années 30, le terme coordination devient central pour expliquer le développement. Ici, c'est la fréquence relative des termes analogie et coordination pour l'ensemble de l'œuvre de Piaget, ce graphique montre la succession des pics entre le pic analogie des années 20 et le premier pic de coordination des années 30, suivi d'une présence constante. Au cœur du modèle de l'adaptation des années 30, donc un autre modèle d'explication, la coordination illustre un mécanisme de substitution terminologique montrant que certains termes des années 20 sont abandonnés par la suite. Ce qui nous amène à cette question de l'analogie comme mise en relation d'objets commensurables. Une fonction qu'endosse l'analogie est de mettre en relation des entités, les qualifiant pour les spécifier et les différencier entre elles. Dès 1923, elle est utilisée comme hypothèse relationnelle heuristique, par exemple pour une citation de cette époque telle que l'analogie entre la pensée symbolique et la pensée de l'enfant. Le fonctionnement du terme va se développer dans de nombreuses directions pour qualifier les relations et leur diversité. Piaget déploie ainsi une pensée de la mise en relation où l'analogie suit une fonction heuristique consistant à ouvrir la relation entre les entités désignées. Ainsi, autre exemple, en 1925, Piaget souligne que les analogies entre la psychologie génétique et l'épistémologie ne sont pas seulement des analogies de méthode, mais encore des analogies dans les postulats, vous voyez comme ils combinent, dans les principes heuristiques qui sont à la base même de la recherche. Fin de citation. L'usage du terme composé, ici avec méthode ou avec postulat, dépasse l'usage vernaculaire. Piaget est ici à la recherche d'une terminologie épistémologique qui suppose une attention au langage technique de la mise en relation entre objets commensurables, dont les développements postérieurs illustreront la variation, comme on va le voir. On peut donc faire l'hypothèse qu'afin de qualifier différentiellement les formes de la relation en deux entités commensurables, il commence dès les années 30 à orienter la sphère de l'analogie pour développer une terminologie technique qui permet de différencier ces formes de la relation en faisant usage d'autres termes techniques. Tout se passe comme s'il réfléchissait à créer ou trouver des équivalents synonymes de l'analogie pour qualifier techniquement des formes de la relation. Et là encore, un autre outil du laboratoire qui est en développement et qui s'appelle les vecteurs permet de trouver des équivalents synonymes en sachant bien que la machine n'opère que sur des fréquences de patterns et nullement au niveau sémantique.
Cette nouvelle implémentation de Word2Vec, qui provient de Mikolov 2013, fournit une série de synonymes, enfin pour les humains, c'est des synonymes comme liste de principaux termes corrélés avec analogie, situés dans des contextes d'usage similaires. Voici le tableau des vecteurs avec la distance qui mesure la proximité des contextes d'usage, plus c'est vers 1 et plus la proximité est complète. 1, c'est le même terme, évidemment. Pour un humain, une bonne partie des termes sont des synonymes d'analogie. Et donc ça, c'est juste informatique, hein. On va passer de là et voir comment utiliser un peu plus cet outil pour aborder la question de l'analogie comme amorçage heuristique. On va tenter d'illustrer l'hypothèse que l'analogie fonctionne de manière heuristique comme amorçage d'un questionnement, appelant une réponse libellée en d'autres termes. Ainsi, l'analogie serait une étape première dans un parcours de questionnement sur la mise en relation d'entités commensurables qui précède la détermination de cette relation par un terme nouveau. L'hypothèse est que le point d'arrivée n'est pas l'analogie, mais un terme technique de mise en relation à valeur épistémologique. Je vais donner des exemples. L'analogie fonctionnerait donc ici comme un tremplin terminologique et conceptuel. Par exemple, un terme tel que isomorphisme, qui apparaît en 1945, illustre la spécificité de ce mécanisme impliquant l'expérience du texte. Pour le montrer, nous allons comparer les chronologies et les rangs des vecteurs pour les termes coordination et isomorphisme pour voir de quoi ils dépendent. Voici dans le quatrième graphique la fréquence relative d'analogie, coordination et isomorphisme. Les termes coordination et isomorphisme sont postérieurs à analogie, on voit que les pics sont différents, et ils apparaissent après donc le pic des années 20. On va passer maintenant à la double comparaison en utilisant cette même donnée, donc les chronologies où le graphique 4 a montré que coordination et isomorphisme sont postérieurs à analogie. Si on passe maintenant au vecteur, coordination se situe en dessous du 50e rang, à moins de 0,45 de distance. Donc il est très éloigné du contexte d'usage. Par conséquent, les contextes d'usage de coordination et d'analogie sont peu reliés. En revanche, isomorphisme se trouve au 6e rang, avec une distance de 0,64, avec des contextes d'usage qui sont donc assez proches. Comment interpréter ces différences de contexte d'usage croisées avec une similarité qui est la succession des pics ? La première différence entre analogie et coordination tend à montrer que les modèles du développement de 1920, le modèle de la socialisation, et de 1930, le modèle de l'adaptation, sont, de ce point de vue juste pour ce terme, peu commensurables. De fait, l'analogie n'est qu'un petit élément de l'explication, tandis que la coordination est un mécanisme central du développement. Cela s'explique donc par un changement de modèle avec abandon d'une partie de la terminologie d'origine. En revanche, la proximité des contextes d'usage entre analogie et isomorphisme illustre une quête pour qualifier la mise en relation d'entités commensurables. Ce sont là deux mécanismes différents, la substitution de modèles avec abandon terminologique et second modèle de mécanisme, la réponse terminologique et conceptuelle à une procédure heuristique de recherche de concepts qui vise une mise en relation pertinente et qui est amorcée par l'analogie. On peut prendre des exemples de cet amorçage heuristique dans les années 60 où l'on voit Piaget chercher des équivalents synonymes de termes composant analogie pour aboutir sur un terme technique. Citation, il y a donc analogie de construction ou isomorphisme partiel. Donc on se déplace de l'analogie qui amorce la mise en relation vers le terme d'isomorphisme. Un autre exemple porte sur le concept de parenté qui se trouvait au 3e rang avec une distance très proche d'analogie, une distance 0,70. En s'interrogeant sur les relations entre la vie et la raison, pour montrer en quoi cette dernière s'autonomise, Piaget, en 1967, passe de l'analogie à un concept plus formel. Citation, « Partons à cet égard des analogies les plus générales entre les mécanismes biologiques et cognitifs pour montrer où ces analogies s'arrêtent et comment cette interruption dans les parentés formelles pourrait être interprétée. » On le voit à travers ces exemples, utiliser l'analogie permet de lancer une hypothèse à explorer dont le résultat sera, si possible, délivré moyennant une terminologie technique de la mise en relation, illustrant ainsi un aspect du fonctionnement de l'expérience du texte, qui consiste à inventer ou à se saisir de termes adéquats. Le statut flou ou paraconceptuel non achevé du terme analogie dans l'ensemble de l'œuvre de Piaget permet justement d'endosser cette fonction avec une richesse
qui se manifestent tant sur le plan épistémologique que sur le plan psychologique. En conclusion, dans l'œuvre de Piaget, on peut dire que l'analogie ne fait pas l'objet d'un traitement systématique, clairement, mais elle joue un rôle important dans la dynamique de mise en relation entre domaines et niveaux de pensée. Elle intervient comme forme de liaison, notamment dans les premières explications développementales et dans certaines hypothèses épistémologiques. Elle participe ainsi au travail de problématisation. Les outils employés, l'édition numérique de Piaget et le laboratoire, qui sont en libre accès, ils sont donc en open access, ont permis de suivre les hésitations, les glissements, les créations de sens et illustrent les résultats de l'expérience du texte. Ils ont mis en évidence à quel point Piaget est un penseur de la relation dans sa finesse comme dans sa profondeur. L'étude de l'analogie montre qu'établir des relations pertinentes entre entités commensurables suppose un travail sur de multiples niveaux, surtout si l'on veut, comme Piaget, éviter le réductionnisme. Alors là, on pourrait presque penser que Piaget, dans ce regard-là, il apparaît comme une espèce de pontifex intellectualis, un faiseur de ponts qui maîtrise l'art de jeter des ponts conceptuels en cultivant la dynamique des termes situés aux frontières du langage technique et à une place non moins heuristique. Au final, la valeur de l'analogie tient à sa capacité à amorcer des connexions sans les réduire à des équivalences formelles. Et en ce sens, l'analogie soutient une épistémologie des transformations où les relations précèdent la formalisation des objets de connaissance. Je vous remercie. Here we are. So welcome. You can see it. It works. Everything's fine. Okay, so my name's Alaric Koller. I've done my PhD with Anneli Perret-Clermont in the socio-constructivist approach, neo-Piagetian. And what I will do this afternoon with you to speak about analogy is to introduce the natural logic approach on analogy. So this sounds maybe a bit mysterious. I will explain the approach soon. Je crois que je parle anglais, c'est ça? Ouais, voilà, c'était pas l'idée, ouais. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous ce que je vais... ouais, c'est ça, ouais. Donc, je vais vous parler de la logique naturelle. Oui, je préfère donner, en fait, la présentation en français parce que c'est plus facile pour moi sur ce sujet-là. Mais je ne sais pas toujours quelle langue je parle. Donc, l'idée étant plutôt de vous donner une présentation théorique sur l'analogie. J'aurai quelques exemples, mais ce n'est pas une recherche empirique. Donc, je prendrai deux exemples pour illustrer l'approche de logique naturelle de l'analogie et je ferai une conclusion en analogie par boutade quant au sujet. Alors, la logique naturelle n'est peut-être pas très connue. C'est vraiment une histoire piagétienne, puisque c'est Jean-Blaise Grise qui l'a créée, qui était, comme il aimait bien le dire lui-même, le logicien de Piaget, le logicien de service de Piaget, et qui a donc travaillé au Centre international d'épistémologie génétique, et qui a, à la suite de ses travaux piagétiens, voulu poursuivre ce projet de logique de la signification avec une nouvelle version qui permettait peut-être d'aller au-delà de ce que le temps avait permis de créer dans les années 70. Et à Neuchâtel, je parlerai aussi de Miéville, parce que c'était son successeur à la chaire de sémiologie, et il a aussi contribué à ses travaux de logique naturelle. Ces travaux de logique naturelle ont un lien, dès le début, très fort à l'enseignement et à l'école. J'ai cité ici un article de 1969 pour une pédagogie scientifique. Alors, en 2025, on en rêve encore. Je suis formateur d'enseignants et je sais combien c'est difficile d'essayer de faire passer ce sujet, même si nous sommes tous ici, évidemment, à y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et Jean-Blaise Grise a voulu en fait prendre ce défi aussi interdisciplinaire d'avoir une logique qui soit utile aussi aux profanes et jusque dans la manière d'enseigner dans ses cours. Évidemment, et je ne répète pas ce que j'ai mis dans le résumé, vous l'avez à disposition, mais notamment pour ce geste professionnel qui est encore
toute façon très courant, qui est de faire de l'enseignement frontal ou de donner une présentation discursive. Même si ça a été beaucoup critiqué en sciences d'éducation, on pratique quand même beaucoup encore l'enseignement en donnant un discours. Et qu'est-ce qui fait qu'un discours est bon, qu'il n'est pas bon? C'est une des questions de la logique naturelle. Parce qu'elle vise à comprendre, à décrire dans un premier temps la façon dont on va mettre en œuvre des enchaînements logiques, un raisonnement dans notre quotidien et aussi donc dans le discours avec la langue courante plutôt qu'avec des langues formelles comme les mathématiques ou la logique des prédicats. Et donc cette logique naturelle devrait permettre d'étendre l'étude des microgenèses cognitives à des matériaux discursifs, c'est-à-dire aussi voir comment on peut construire un objet, mais à ce moment-là un objet de discours, progressivement en mettant des mots, voire des images, on verra que des fois ça se mélange, sur notre pensée. Alors la grande idée que je trouve personnellement géniale de Griese, c'était de dire ceci: ok, le discours n'est pas une fenêtre sur l'esprit, on peut facilement tomber dans ce panneau, se dire, ben voilà, ce que la personne me dit, c'est ce qu'elle pense, ou c'est un miroir de ce qui se passe dans sa tête. Or, évidemment, c'est pas si simple. Par contre, et ça c'est le génie, je trouve, de la conception de la logique naturelle, par contre, en prononçant, en construisant un discours, mais aussi en l'écoutant et en le reconstruisant pour le comprendre, on met en œuvre des opérations. Il y a de la pensée dans ces activités-là. À moins d'être complètement endormi parce qu'il fait trop chaud, bien sûr. Et donc, il s'est intéressé à ces opérations sur le discours et par le discours pour commencer à investiguer, mais avec beaucoup de prudence, vous l'aurez compris, le mot n'est pas le concept, etc., ce qui est en train de se passer au niveau cognitif, notamment dans nos échanges langagiers. Et vous avez le modèle ici sur la partie droite de l'écran, avec un modèle qui s'éloigne de ce modèle de la communication auquel on est très habitué, qui est source, canal, récepteur, qui est inspiré du télégraphe. Ici, on a quelque chose de l'ordre de la résonance, avec un locuteur qui construit une schématisation. C'est par exemple ce que vous voyez ici, plus ou moins en anglais, parce que c'est traduit avec une certaine approximation, ou bien ce que vous entendez dans votre espace sonore en français, qui est évanescent, mais qui est néanmoins matérialisé, et que l'auditeur, l'auditrice va tenter de reconstruire. Et dans cette construction-reconstruction, vous l'aurez compris, il va y avoir des opérations. On est dans quelque chose qui est aussi un processus. Donc il y a le discours comme produit, la schématisation comme produit, mais aussi la schématisation comme processus. Et bien entendu, sur les 15-20 personnes qu'il y a dans la salle, il y aura sans doute 15 ou 20 reconstructions différentes de la schématisation que j'essaye de matérialiser devant vous. Et c'est ce qui m'a conduit dans ma thèse à étudier les situations de malentendus, c'est que justement, on peut aller après interroger la correspondance de ces éléments-là. Mais maintenant, j'aimerais, pour revenir à l'analogie dans la situation d'enseignement, recentrer sur le contexte de communication assez particulier que constitue l'enseignement ou l'éducation, où en fait on ne communique pas pour transmettre une information. Si je dis à mon fils « j'ai laissé les clés sur la table », ça va aller, c'est relativement simple, on est peut-être dans ce modèle de la transmission de l'information. Mais dans un contexte d'enseignement, on ne peut pas se contenter de modéliser les choses comme ça, parce que en fait, on communique non pas juste une information, mais on communique pour faire apprendre, pour enseigner. Et si je reporte ça sur le modèle de Griese, donc ça maintenant c'est mon ajout, mais ça veut dire que l'auditeur, l'auditrice B ne doit pas seulement reconstruire la schématisation, le contenu de manière plus ou moins convergente avec son enseignant, mais aussi reconstruire le processus lui-même qui permet de construire cette schématisation, puisqu'il doit acquérir aussi une compétence à raisonner, une compétence à expliquer, une compétence à réfléchir, etc. Donc on retrouve ça dans l'étude de Miéville de l'analogie et des explications en classe de 1981, où il fait en fait une liste de différentes formes de discours d'explication, dont l'analogie.
Alors je vais partir un peu de ces travaux-là avec l'ouvrage de Borel, Grise et Miéville de 92, où on a une définition de l'analogie. Donc déjà, pour commencer, on va distinguer, selon le modèle justement de la schématisation, qui est à la fois un produit et un processus, on va distinguer l'explication, toute faite, c'est-à-dire finalement notre schématisation en tant que produit, et la démarche explicative, c'est-à-dire comment on va la construire progressivement. Et Miéville très vite nous dit que pour enseigner, ça ne suffira pas d'avoir juste une définition, ce que Hempel appelle la définition déductivo-nomologique, parce qu'elle correspond à l'état final, à l'état fini de cette explication. Et l'apprenant, pour pouvoir s'approprier en fait cette explication, il doit devoir la reconstruire. Et pour la reconstruire, donc, il doit comprendre comment elle a été construite. Autrement dit, il n'a pas seulement besoin de l'explication, il a surtout besoin de voir la démarche explicative, donc la construction de cette schématisation. On a tout de suite un corollaire théorique que je vais mettre ensuite justement à l'épreuve de mes deux exemples pour finalement conclure et ouvrir la discussion avec vous. Donc, ça veut dire que parmi les discours frontaux, on peut au moins faire déjà une grande distinction entre des discours que j'appellerai ici, mais c'est mon jugement de valeur, bien entendu, utiles à l'apprentissage, c'est-à-dire des discours qui vont verbaliser la démarche explicative. Comment est-ce qu'on en est arrivé à théoriser ceci ou cela de cette manière-là, qui remet en acte, en fait, devant les apprenants, que ce soit en construisant un discours ou en faisant avec eux, de différentes manières, la logique de construction du savoir enseigné, et qui permet en fait à ces apprenants de voir devant eux ou de participer à des activités qui mettent en acte le cheminement de pensée, qui nous permet aussi de comprendre l'origine du savoir, pourquoi on en avait besoin au début, qu'est-ce qui a été élaboré, ajusté, évalué, pourquoi on a sélectionné cette théorie plutôt que d'autres, etc. Alors bien sûr, ça pose tout de suite un problème. On se dit, mais alors on va devoir retourner à chaque fois aux origines de l'humanité pour enseigner une théorie. C'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, Miéville nous dit, mais il faut partir en fait d'un seuil de connaissance que l'on suppose connu avec notre auditoire. Évidemment, on risque aussi d'ennuyer notre auditoire si on dit des choses qui paraissent banales. Mais on voit tout de suite ici que le contexte de communication, donc dialogique, puisqu'on ne pense pas seulement à la personne qui construit un discours et qui le donne, mais on pense aussi les interlocuteurs, les interlocutrices, fait qu'en fait, on est d'emblée dans une prise de risque. C'est un pari d'estimer à peu près le seuil de connaissance de notre auditoire. Et puis on a le discours qui, à mon avis, est plutôt inutile à l'apprentissage, et c'est celui qu'on voit le plus souvent dans les pratiques enseignantes, qui verbalise une explication toute faite, expose le savoir dans son état final et se contente éventuellement de le justifier, ce qui n'est pas la même construction, le même raisonnement que celui qui lui a permis de le construire. Donc, comment est-ce que tout ça se constate ou s'observe dans les faits? Est-ce qu'on arrive à retrouver peut-être ce corollaire théorique sur quelques exemples illustratifs, bien sûr? Je vous présente ici un discours d'enseignant que j'ai pu enregistrer dans le cadre de mes activités de formateur d'enseignants il y a quelques années, où c'est un enseignant de biologie qui a pour mission d'expliquer la phylogénèse à ses étudiants. Donc je vous lis le discours, et donc on verra ça plus en détail la semaine prochaine, d'accord? Là c'est une vue générale de tout ça, de la phylogénèse, d'accord? Donc de la classification qu'on peut faire des animaux, d'accord? Puisqu'ils sont classifiés de manière évolutive et adaptative, d'accord? Et puis forcément, ils sont classifiés aussi par rapport, on verra, je veux dire, leur écologie, parce que c'est forcément, ils sont des relations avec le milieu dans lesquels ils sont... Donc la phylogénèse, c'est ça, ok? Donc là, vous avez les différents embranchements qui sont là-haut. Vous allez voir l'image un peu plus grande. Je suis désolé, la qualité n'est pas fantastique, mais en fait, c'est celle qui a été utilisée par l'enseignant. Donc, je n'y peux pas grand-chose. Vous avez, grosso modo, un arbre phylogénétique. Donc, voilà un peu le discours que produit cet enseignant. Pour la petite histoire, c'était un séminaire où je voulais faire travailler les enseignants en formation sur la qualité de leur discours. Et j'analysais leur discours pour leur remettre pour leur permettre ensuite d'avoir des commentaires didactiques. J'ai assez vite arrêté de faire ça parce que c'était un travail énorme de faire le chercheur de service. Mais on travaille la communication autrement. Donc la logique naturelle, ce qu'elle fait à partir d'un enregistrement ou d'une trace comme celle-ci, ce sera d'identifier les opérations de construction
des objets discursifs, ce que vous avez ici sur la partie de droite. Donc on a ces lettres grecques qui représentent des opérations d'un certain type. Il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail, je pense, pour cette présentation-ci. Simplement, on va, par exemple, ici, introduire un nouvel objet. D'abord, il est juste désigné par ça. Voilà. Mais c'est un nouvel objet de discours. On voit plus tard que cette classe objet va se développer en ça, vue générale de tout ça, vue générale de tout ça, la phylogénèse, etc. Donc on a un objet qui se construit progressivement et auquel on va ajouter, en fait, des éléments. Il y a d'autres opérations. Mon but n'est pas de présenter la logique naturelle dans son ensemble, mais juste de voir comment on peut procéder pour ensuite dégager une structure. Ce que vous avez donc sur le petit encart gris tout en bas à droite. Ce qui est important en fait dans cette démarche, c'est que l'analogie ne va pas être définie par rapport au contenu sémantique directement ou à l'interprétation du chercheur de ce que l'enseignant dit, mais elle va être définie par rapport à cette structure d'opération, donc comme une certaine coordination entre ces opérations logico-discursives. Comment Miéville définit l'analogie? Alors déjà, il la distingue de l'exemple, et il incite bien sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir une trace linguistique comme, par exemple, ce mot « comme » ne fait pas une analogie. On a comme un oiseau, ça peut être une analogie, mais si je dis c'est comme tu veux, ça ne va pas être une analogie, même s'il y a comme. Donc c'est plus compliqué que ça. Et puis il amène aussi un élément important, c'est qu'en fait on va prendre deux éléments qui ont quelque chose en commun, mais sous un certain éclairage. Ici on a donc cet exemple avec la phylogénèse qui est comme un arbre, avec des embranchements. Donc il y a quelque chose de commun aux deux, mais en règle générale, c'est laissé implicite. Miéville écrit même qu'en fait, il suffit de laisser la propriété qui fait l'exemplarité d'un exemple implicite pour avoir une analogie. Parce qu'en fait, on ne sait plus en quoi c'est un exemple, et on laisse en fait à l'auditeur, à l'auditrice, la tâche de deviner sous quel rapport ils sont similaires ou semblables. Ensuite, la définition donc, permet de distinguer un discours majeur qui est moins connu, moins observable. Dans notre exemple ici, c'est la phylogénèse. Et un discours mineur, mieux connu, plus aisément observable. C'est ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans la conférence ces 2 derniers jours. Donc, on a cette idée qui est après représentée ici avec les opérations, avec l'idée d'une détermination d'un objet. On va introduire un deuxième objet qui va nous aider à comprendre ce premier objet. Donc si j'applique ça à l'exemple que je présentais juste avant, ça nous donne une analogie que Miéville appelle de type 1 avec phylogénèse, embranchement, phylogénèse. On aurait d'autres types d'analogies, on a vu plein d'exemples aussi pendant le congrès. Je voulais juste ici illustrer le deuxième type d'analogie que distingue Miéville, avec cette idée qu'on utilise parfois en classe de sciences, de faire une analogie du courant hydraulique, un tuyau avec de l'eau, et du courant électrique. Donc c'est une analogie qui marche assez bien pour motiver et engager les élèves à capter leur attention. Ça marche bien pour comprendre que si on serre le tuyau quelque part, ça réduit le débit, c'est quelque chose qui correspond à la résistance électrique. Par contre, si les élèves commencent à imaginer faire un trou dans le tuyau pour le vider, on va avoir un vrai problème au niveau de la correspondance avec le circuit électrique. Donc là, on a une analogie de type 2 qui fait qu'on va en fait passer par une détermination sur le discours mineur. Et chez les élèves, ça veut dire, si on leur pose une question sur le circuit électrique, ils vont passer sur leur connaissance du circuit hydraulique, réfléchir par rapport au circuit hydraulique pour donner une réponse par rapport au circuit électrique. Donc, c'est relativement risqué. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ces éléments-là? Il faut que j'accélère un tout petit peu. On a vu déjà qu'effectivement, il n'y a pas de trace linguistique. Vous avez, ça c'est la phylogénèse, c'est une analogie, mais on a plus loin dans le discours, l'éponge c'est un spongère. Là, on est dans un exemple, on n'est pas dans une analogie. Donc, on voit souvent dans les discours des enseignants qu'au niveau vraiment purement linguistique, ce n'est pas forcément très élaboré, ça peut être très très simple. Donc, cette analogie est-elle efficace? Miéville nous dit, de toute façon, l'interlocuteur peut la refuser, mais surtout,
l'interlocuteur ou l'élève, dans le cadre d'une classe, peut ne pas connaître ou percevoir ce qui est censé être facile à percevoir. C'est-à-dire sous quel éclairage est-ce qu'on doit considérer ces similarités. En fait, cette histoire d'éclairage, qui est aussi un concept de la logique naturelle, repose sur un implicite dans l'analogie, et les implicites dans le schéma de la communication de Grise, en fait, va beaucoup puiser dans ce qu'il appelle les préconstruits culturels. On en parlait aussi ce matin, le fait que la culture fournit un ensemble d'éléments qui sont censés, en fait, aller de soi. Évidemment, c'est très compliqué quand on a des classes multiculturelles. Donc, je conclus sur le fait que c'est effectivement un pari, en fait, de faire une analogie, un pari sur le seuil de connaissance partagé. Et donc, j'ai mis ça sous forme d'analogie. Enfin, c'est peut-être une analogie, en fait, parce que vous aurez compris maintenant que c'est une analogie si vous la comprenez comme ça. Et ça ne dépend pas de moi. Donc, qu'il en va de l'analogie discursive, lexicale ou graphique comme de la pédagogie. C'est en donnant à son interlocuteur ou interlocutrice de la liberté, que ce soit pour l'interprétation ou prendre des décisions, que l'enseignant parvient à engager l'intérêt et la motivation, c'est-à-dire à engager l'élève dans une véritable construction de sens, un apprentissage, mais au prix d'une plus grande incertitude dans la convergence de la construction avec celle qui est anticipée, voulue, pensée et souhaitée par l'enseignant. Donc, ce n'est pas un mauvais outil, mais personnellement, je recommande de l'accompagner nécessairement d'une démarche de dialogue où on peut aussi entendre les élèves, leur redonner la parole pour voir qu'est-ce qu'ils ont finalement construit, reconstruit de l'analogie présentée. Merci pour votre attention. Bonjour. Donc, je vais vous présenter une recherche que nous avons menée avec Alexander et Ilya Vert. J'appartiens à l'équipe ID donc de l'Université de Genève. Et cette recherche s'intéresse, comme beaucoup de recherches dans notre équipe, sur les conceptions des enseignants et enseignantes. Conceptions intuitives, d'ailleurs, majoritairement. Et là, en l'occurrence, on s'intéresse plus spécifiquement aux futurs enseignants et à la thématique de l'erreur. Donc, on sait, et pour les personnes qui étaient là ce matin à la présentation de l'ouvrage d'une métaphore pour l'éducation, que les conceptions et les pratiques enseignantes s'influencent mutuellement. Et celle à propos de l'erreur ne fait pas exception. Et d'autant plus que la question de l'erreur est vraiment clé dans les choix pédagogiques, c'est-à-dire en termes d'évaluation, de différenciation pédagogique ou même de régulation au sens large. Donc notre enjeu, c'est de pouvoir accéder aux conceptions intuitives tentées par les étudiants et étudiantes en formation à l'enseignement, et aussi de vérifier, au-delà de cette conception intuitive dominante, si ils et elles sont en mesure de mobiliser d'autres conceptions suivant les contextes. Pour recentrer un petit peu sur l'erreur et qu'on partage un minimum de culture sur ce sujet-là, même si je ne doute pas de votre culture, mais au moins que vous puissiez accéder à nos codages. Donc on a d'abord majoritairement la conception d'erreur comme négative, qui est reliée à l'échec, d'accord ? Ça c'est vraiment une conception historique et dominante. Et puis il y a une conception plus neutre, notamment par rapport aux travaux de Skinner, sur le fait que l'erreur, elle n'est pas forcément à éviter, mais elle n'est pas non plus utile à l'apprentissage. Et puis, depuis une quarantaine d'années, voire plus, suivant les pays, suivant les contextes, la conception positive de l'erreur, on voit, elle est nécessaire, utile à l'apprentissage et à l'enseignement, notamment avec les travaux d'Astolfi, l'erreur, un outil pour apprendre, pour enseigner. Donc, cette vague, ce n'était pas juste pour faire joli, c'est vraiment la perspective du changement conceptuel que nous on adopte, c'est la théorie de la prévalence. C'est cette idée où en fait les conceptions coexistent, mais il y a une conception dominante qui va avoir tendance à être plus rapide que les autres à sortir, cette conception intuitive. Et donc de voir quelle est la conception dominante de nos étudiants et à quel point ils peuvent aussi faire sortir d'autres conceptions. Parce que, suivant le contexte dans lequel on se trouve, il vaut mieux mobiliser telle ou telle conception. C'est ce que vous avez peut-être pu voir dans différentes présentations par rapport au domaine de validité des conceptions intuitives ou des conceptions au sens large. Et ce qui nous intéresse aussi plus largement, c'est de soutenir nos étudiants dans
on va dire, une certaine analyse critique du discours, c'est-à-dire se rendre compte dans les discours auxquels ils peuvent être confrontés, des conceptions de l'erreur qui sont portées, et de pouvoir identifier celle qui irait à l'encontre d'un soutien à l'apprentissage de l'élève. Donc, notre question, que je vous ai déjà présentée, donc là je vais vous faire une présentation sur deux axes. Le premier, les conceptions de l'erreur du futur enseignant à l'Université de Genève, et puis en second temps, leur propension à mobiliser une conception alternative. Donc ça, c'est notre groupe. Donc 278 personnes, mais avec des étudiants qui entrent en formation à l'enseignement primaire, des étudiants qui sont en 3e année sur 4 en formation primaire, et puis des étudiants de première et dernière année de formation à l'enseignement secondaire. On a deux hypothèses concernant leur conception intuitive. On pensait, parce que du coup on est arrivé jusqu'au bout, vous aurez les résultats, que la conception négative de l'erreur est majoritaire au début de la formation, mais qu'elle aurait tendance à se réduire avec la formation, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conception positive est celle qui est favorisée aujourd'hui en formation enseignante. La deuxième hypothèse que l'on fait, c'est que cette conception délétère de l'erreur est davantage présente chez les futurs enseignants du secondaire que du primaire. Et pour faire cette hypothèse, en fait, on se base sur le lien avec l'évaluation, c'est-à-dire qu'au primaire, il y a davantage d'évaluation formative, alors qu'au secondaire, on est beaucoup plus, et quasiment essentiellement, sur l'évaluation certificative, voire normative, donc l'erreur a un autre statut. Comment on fait pour accéder à ces conceptions? C'est là qu'arrive la question des analogies et des métaphores. Les analogies et donc les métaphores portées par le langage, parce que la métaphore c'est l'expression d'un raisonnement analogique, donnent accès, c'est un accès privilégié aux conceptions intuitives des personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, parce que dans ce colloque on parle beaucoup d'analogies, mais essayez là à la sortie de la conférence d'identifier toutes les métaphores que vous entendez ou que vous utilisez. Il y en a en permanence, d'accord? Et ces métaphores sont inconscientes, elles sont mobilisées de façon inconsciente la majorité du temps, et nous donnent accès aux présupposés psychologiques des personnes. Donc, c'est l'outil, à la fois c'est notre cadre théorique, mais c'est aussi notre cadre méthodologique pour recueillir les conceptions des étudiants. Vous avez eu l'exemple ce matin avec Emmanuel, si vous étiez là, sur l'argumentation comme un parcours, ou alors même l'apprentissage vu comme un parcours, d'accord, le chemin de l'apprentissage, ou comprendre ses voies, vous m'avez éclairé, etc. Ça, c'est vraiment des métaphores qui sont très très courantes. Et nous, donc, on s'intéresse à l'erreur. Ça, ce schéma-là, c'est juste pour... Enfin, c'est juste. C'est un schéma qui explique cette idée de la cible, c'est-à-dire de quoi on parle, en l'occurrence l'erreur, et qu'est-ce que je vais mobiliser comme source pour comprendre ce concept abstrait. Et bien peut-être que je vais mobiliser la source de la porte fermée. Une erreur, ce serait une porte qui se ferme, ou alors mobiliser la source d'une fenêtre qui s'ouvre, d'opportunité. Et suivant l'analogie que je vais faire, suivant la source que je vais mobiliser, eh ben, ça ne va pas transférer les mêmes propriétés au concept abstrait que je suis en train de comprendre ou que je suis en train d'expliquer. Et c'est ça finalement le fil sur lequel on veut tirer, c'est de se rendre compte de l'impact que peuvent avoir les analogies, les métaphores dans le langage, sur la compréhension, la conceptualisation de nos étudiants, mais aussi de leurs élèves. C'est-à-dire que le discours qu'ils vont porter sur l'erreur, qu'est-ce que ça va impliquer comme inférence chez leurs élèves? Ce processus d'analogie, comme je l'ai dit, est majoritairement inconscient. Et comme vous l'avez suggéré, l'idée, ça serait de le rendre conscient. Donc de travailler explicitement sur ces analogies. C'est pas ce que je vous présente. Mais il y a d'autres travaux si ça vous intéresse. Alors, nos étudiants, là c'est juste quelques exemples de réponses. Donc on a couplé des définitions et des analogies, parce que en ayant les deux, ça fait des données beaucoup plus, on va dire, solides sur la compréhension de leur conception. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le couplage des deux, mais en gros, voilà, vous avez des exemples ici.
L'erreur, ça peut être un détour sur un chemin. Là, pour le coup, c'est neutre, parce que c'est pas non plus négatif. D'accord? On arrive quand même au bout du chemin. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Ou alors, l'erreur, c'est comme un chemin qui ne mène pas au bon endroit. Là, c'est une impasse. On ne peut pas arriver à l'objectif, donc là, c'est négatif. Ou tomber de vélo, elle est embêtante, mais nécessaire et constructive pour notre formation future. Bon, les résultats. Nos enseignants qui entrent en formation primaire ont majoritairement produit des analogies et définitions négatives sur l'erreur. Et puis quand on passe en en troisième année d'enseignement primaire, il y a une réduction qui est significative. Donc ça valide notre première hypothèse, en tout cas pour le primaire, que l'avancée dans la formation réduit la prévalence de l'image négative de l'erreur. Et puis, on avait une autre hypothèse sur l'écart entre les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire. Là encore, on se rend compte effectivement que les futurs enseignants du primaire ont moins de conception négative de l'erreur que les futurs enseignants du secondaire. Par contre, il n'y a pas d'écart significatif entre la première et la deuxième année de formation à l'enseignement secondaire. On pourra se poser des questions sur notre formation. Pour voir si nos étudiants sont en mesure de mobiliser d'autres conceptions alternatives, des conceptions alternatives, on veut les mettre dans une situation un peu plus, on va dire, complexe. Donc pour vraiment voir leur flexibilité. Et on cherche d'abord à savoir à quel point leur opinion sur l'erreur est polarisée, à quel point elle est tranchée. Donc on couple la définition et l'analogie à un choix, un degré d'accord par rapport à cette affirmation. L'erreur est un échec dans le processus d'apprentissage, elle doit être évitée. Et puis, ça nous permet donc, en fonction de ces réponses et des définitions produites, de faire des catégories d'étudiants et étudiantes, selon si leur conception de l'erreur est polarisée négativement, c'est-à-dire qu'elle est tranchée de façon négative, ou polarisée positivement. D'accord ? Le reste des étudiants, on parle de position modérée. Alors, on voit là encore que l'écart entre les troisième années d'enseignants du primaire et les autres groupes sont significatifs. D'accord ? Sur le fait qu'elle n'est pas, elle est très peu polarisée négativement. Par contre, beaucoup plus polarisée positivement. Et il n'y a pas de, malgré les écarts descriptifs, il n'y a pas d'écart significatif entre les autres groupes. Une fois qu'on a ça, on veut savoir, tout en ayant une conception polarisée, à quel point les étudiants sont en mesure ou pas de mobiliser d'autres conceptions. Parce que dans la pratique professionnelle, il faut être en mesure de pouvoir, suivant les situations, expliquer aux élèves, ou en tout cas le rendre visible, que dans certaines situations, l'erreur est attendue. Si je suis en train de faire une évaluation formative, il faut que mes élèves fassent des erreurs si je veux les aider. D'accord ? Alors que si je suis en évaluation certificative, je vais présenter les choses différemment. Donc, on leur a proposé une tâche de controverse argumentative par analogie. Plus simplement, ils devaient argumenter pour et contre la même affirmation, mais en utilisant une analogie. Ce qui veut dire qu'on demande un changement de point de vue sur 3 plans. Le fait de soutenir et réfuter la même chose, changement de position. Le fait de devoir argumenter contre sa position initiale polarisée, puisqu'ils ont déclaré déjà la position. Donc c'est un principe de dissonance. Et le fait de mobiliser une analogie pour argumenter. Parce que les arguments par analogie sont plus conceptuels, plus profonds en termes de ressources cognitives que des arguments plus classiques. D'autres arguments. Donc, on sait avec la littérature que le fait d'avoir une conception tranchée, une conception polarisée, c'est un peu lié à une certaine rigidité. D'accord ? Donc, notre hypothèse, c'est que les étudiants et étudiantes qui ont une opinion polarisée à propos de l'erreur, quelle que soit la valence, polarisée négativement ou positivement, devraient formuler moins de double argumentation par analogie que les autres. Ça, là, sur ce graphique, on ne tient pas compte de l'opinion de départ. C'est juste pour montrer que déjà, il y a un écart entre les cursus sur la possibilité de formuler 2 arguments analogiques opposés. D'accord ?
Donc on se rend compte que suivant les cursus, la flexibilité mobilisée n'est pas vraiment la même. Il faudra qu'on questionne pourquoi. C'était juste par curiosité que je vous dis. Les résultats par rapport à la capacité de soutenir une affirmation donc, qui va à l'encontre de cette conception, et je mets un bémol, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a très peu d'étudiants de troisième année de formation primaire qui ont une conception polarisée négativement. Donc cette perte de données va forcément induire des résultats qui ne sont pas non plus hyper fiables. Il va falloir qu'on réplique cette étude sur un plus gros échantillon. Donc, ce qui ressort quand même, c'est que parmi les personnes qui ont une opinion polarisée positivement, c'est-à-dire qui voient l'erreur uniquement comme positive, qui la déclarent que comme ça, ont plus de mal à soutenir une affirmation allant à l'encontre de leur conception. Donc ont plus de mal à argumenter sur le fait que l'erreur puisse être un échec. Alors que les personnes qui ont une conception polarisée négativement, donc qui ont déclaré uniquement une conception négative de l'erreur, elles n'ont pas particulièrement de difficulté à produire des arguments à l'inverse de leur conception. Donc, ça c'est ce que je viens de dire. Finalement, notre interprétation de ça, malgré tous les bémols que je mets là, c'est que le fait d'avoir, en tout cas de pouvoir argumenter de façon controversée, dépend de la valence de l'opinion polarisée. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel sens de l'opinion qui va empêcher cette argumentation. On fait quelques interprétations quand même, c'est que nos étudiants qui ont une conception positive de l'erreur, leur conception elle est renforcée par les contenus de formation. D'accord ? Et puis ce questionnaire il est quand même fait dans un contexte de formation donc qui va encore plus solliciter ce type de conception à ressortir. Alors que les participants qui ont une conception intuitive négative de l'erreur, eux peuvent mobiliser les contenus de formation. Donc finalement, c'est un élargissement de leur conception. C'est un petit résumé, mais vu l'heure, je vais peut-être pas. Dans nos perspectives, l'idée, ça serait, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, de continuer, et c'est ce qu'on fait sur certains autres sujets, de continuer à travailler explicitement sur les analogies et les implications qu'elles peuvent avoir sur la compréhension des enseignants et des élèves, les aider à identifier et à mobiliser des perspectives alternatives, créer des dispositifs pour vraiment solliciter la flexibilité, repenser les situations. Tout ça dans cette idée, comme je vous l'ai dit au début, avec l'approche critique du discours, de développer cet esprit critique, parce que pour l'esprit critique, il faut avoir une richesse conceptuelle et une capacité de flexibilité. Donc tout ça ensemble pour pouvoir se rendre compte des différents discours à propos de l'erreur, pouvoir s'adapter aux différents contextes et pouvoir répondre aux différents contextes à ce propos. Si ça vous intéresse et pour les références bibliographiques, j'ai mis le preprint sur ResearchGate. Vous avez accès à la... Merci. Bien, voilà. Alors, on va vous faire changer de registre, vous emmener dans un autre champ de la didactique, des didactiques disciplinaires. Alors, on espère qu'à ce moment de la semaine, cette heure de la journée et ces conditions atmosphériques, vous réussirez quand même encore à faire quelques analogies avec vos propres champs. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en discussion ici avec vous, je suis désolée, je souffre actuellement un peu d'asthme, c'est un nouveau truc, alors ça me fait respirer un peu difficilement. Voilà, donc on aimerait mettre en discussion la finalité de l'enseignement de l'histoire à l'école comme lieu de formation critique des citoyens face aux événements passés ou futurs, et non comme formation de petits historiens, et notamment en termes de critique face à la profusion des informations qui sont aujourd'hui diffusées. Et puis l'enjeu du point de vue du champ de la didactique de l'histoire peut être appréhendé pour nous selon deux analogies. La première relie l'appréhension critique des sources des événements passés et l'appréhension critique des événements de l'actualité médiatique. Et la seconde analogie, c'est une dimension structurante du champ de recherche. C'est l'analogie entre le monde des historiens et celui de l'histoire à l'école. Et
ces deux analogies sont riches pour nous parce qu'elles mettent à jour des tensions qui sont productives. Premièrement, les médias comme source habituelle des historiens sont partiels et sont partiales, comme tout témoignage lorsqu'elles rendent compte d'un événement. Mais dans le cas du passé, il existe un recul du temps qui permet un travail d'enquête qui ne peut pas être mené par un journaliste ni par un citoyen. Et puis, deuxièmement, les textes des savoirs des historiens dépendent de pratiques spécifiques, de pratiques de savoir spécifiques à leur culture scientifique. Et l'enseignement vise en fait les mêmes textes de savoir, mais sans pouvoir les faire reposer sur les mêmes pratiques. Alors j'enchaîne. Bien entendu, dans nos recherches, on quitte la généralité de ces deux formulations, de ces deux analogies, pour les rendre opératoires. Et la recherche sur laquelle on va se fonder aujourd'hui, elle porte sur des cas qui étudient l'usage de l'enquête historienne en classe. Et donc la transposition, puisque c'est un des éléments centraux des activités enseignantes qu'on étudie, c'est leur travail transpositif et leur problème transpositif entre la référence et puis le monde de la classe. Alors, dans le champ des recherches en didactique de l'histoire, la première analogie, en fait, est peu étudiée et elle est prise comme une évidence. Et ce qui veut dire que, d'une certaine manière, elle renvoie dans le monde enseignant à l'idée d'un entraînement. Et donc, elle a une dimension, un arrière-plan de théorie d'apprentissage behavioriste, c'est-à-dire, à force de faire des enquêtes historiennes au fil de la scolarité, les élèves vont apprendre à faire la critique des sources. Alors, bien entendu, voilà, il y a plein d'éléments dans le monde contemporain, d'abstentionnisme croissant, etc., qui nous font pencher sur l'idée que ce n'est pas forcément suffisant, en tout cas, et en tout cas pas suffisamment efficace. Alors, sur cette base, on fait le constat que l'échec de ces apprentissages est dû, et on fait ça sur la base de nombreux travaux dans notre champ et ailleurs, à l'absence d'une forme stabilisée d'enquête qui serait mise en jeu dans les classes. Et donc qui serait un support instrumental de travail analogique de la classe, de l'enseignant et des élèves. Et à partir de là, on a fait une recherche expérimentale dans 3 pays différents, et puis sur un certain nombre de classes et de situations de coopération avec des enseignants. Alors notre cas aujourd'hui, on est avec une classe du début du secondaire dans le canton de Vaud, donc avec lesquelles on a fait 2 séquences en histoire, une séquence sur la démocratie athénienne et une autre sur la chute de l'Empire romain d'Occident, puis une 3e séquence d'actualité, sur un thème d'actualité, c'était sur la guerre en Ukraine, 1 mois après son déclenchement en 2022. Et donc on a mis au travail une même procédure d'enquête à chaque fois, un travail critique du choix d'un titre par analyse des informations qui sont données dans le corps du texte, soit le manuel des élèves dans le cas de l'histoire, soit un article de presse dans le cas de l'actualité. Et là, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur la chute de Rome et l'Ukraine. Alors, le principal point de convergence, en fait, pour nous, réside ici dans la construction d'une démarche de mise en doute qui est entendue comme la mise au jour du point de vue de l'auteur dans le choix de son titre. C'est-à-dire que l'histoire des historiens, elle est toujours relative à la construction d'un certain type de problème. Il y a toujours un type de problème. Par exemple, une approche militaire et politique pour traiter de la chute de Rome. Ou alors, on pourrait aussi avoir une approche culturelle, socio-politique, ou encore une approche culturelle, je crois que j'ai déjà dit, ou économique, ou sociale, etc. Alors, c'est ce qui se passe pour la chute de Rome. Il y a une chute de l'Empire romain d'Occident parce qu'il y a une chute du pouvoir des empereurs qui sont remplacés par les rois barbares. Là, j'y vais vraiment à la hache, c'est comme c'est formulé dans le manuel scolaire. Il n'y en a pas. Mais la chute mais en fait, ça ne signifie pas la chute de toutes les institutions. Ça ne signifie pas la chute un changement de monnaie, ni un changement de religion, ni des éléments culturels comme la langue, ou la langue latine, ou des éléments aussi architecturaux.
Et puis, dans le cas de l'article de l'Ukraine, qui est intitulé, je ne sais pas si on a mis le titre, oui, dans l'Est de l'Ukraine, le rêve d'un mur pour s'isoler des Russes, l'isolement par un mur est une métaphore ici qui est réductrice selon les témoignages qui sont contenus dans l'article et qui font référence aussi à la séparation des langues ou à la séparation des réseaux sociaux, par exemple, ou des diffusions numériques d'informations. Alors l'examen des corpus de données issus de ces séquences qui ont été mises en œuvre montre un risque de relativisme assez fort. Et c'est cette dimension analogique qui nous intéresse ici et qui met ça en lumière, dans le sens où on s'aperçoit que le doute sur le travail journalistique, et même avant que celui-ci soit mené, se retrouve de la même manière dans le travail sur le manuel scolaire. C'est-à-dire que pour l'enseignant, à un moment donné, là c'est juste illustratif, c'est une de ces interactions en classe, je reprends juste ce qui est souligné, il conclut que ces éléments qu'ils ont étudiés en classe permettent non pas forcément de dire que le manuel s'est trompé, avec le titre, mais que ça mériterait de se poser la question. Et puis que dans le futur, quand vous tomberez, vous, citoyens, sur des titres, sur des paragraphes, peut-être qu'il y a un jugement qui est porté, et vous vous direz juste « Ah ok, le livre dit ça, mais moi, avec ce que j'apprends, etc. » Donc vous voyez, il y a une mise en doute assez généralisée qui est assez évidente dans ce cas-là. Alors, cette tension entre confiance et doute, qui porte aussi bien sur un article de presse, sur un manuel, et puis finalement surtout, du point de vue de l'enseignant, dans son discours là en tout cas, est un élément central de l'épistémologie de l'histoire. Et là, on réfère notamment aux travaux de Paul Ricoeur, et qui renvoie précisément au travail des historiens, qui consiste précisément à... avec leur méthode d'enquête, de gérer cette tension entre confiance nécessaire, sinon on ne produit aucune vérité sur le passé, et mise en doute systématique. Et ça signifie notamment qu'il faut ne pas tout mettre en doute tout le temps, et qu'il y a bien des choses qui sont à un moment donné hors question dans l'enquête, sinon plus rien n'est, et on tombe dans ce relativisme très fort. Alors l'analogie didactique entre référence scientifique et classe d'histoire, c'est que ce rapport entre pratique spécifique de travailler le passé et existence d'une vérité, en fait, est un vrai problème professionnel, en tout cas un problème professionnel qui est important chez les enseignants d'histoire, mais aussi chez les élèves. Et on le voit par exemple, là on a mis un petit extrait, donc c'est après que les élèves ont eu un premier travail de devoir produire une explication, une première explication, puis l'élève demande est-ce qu'il y a une bonne réponse, est-ce qu'il y a eu la bonne réponse parmi les explications qui ont été données par les élèves. L'enseignant répond, alors il ne s'agissait pas de donner ou non une bonne réponse, il s'agissait de formuler une explication, etc. Je parlerai plutôt de réponses plus ou moins complètes. Donc je peux répondre à ta question en disant qu'il y a certains d'entre vous qui avaient formulé une explication plus complète que d'autres, c'est pas juste ou faux, c'est pas la question. Et en fait, quelle place prend la méthode stabilisée de travail, donc cette procédure que nous, on a essayé d'introduire dans les interactions de classe, et est-ce que cette place peut expliquer cette difficulté de l'enseignant à expliquer en fait ce qui est en jeu du point de vue de la pratique et de l'analogie. Alors, on constate une prégnance en fait du contenu sur l'événement par rapport aux manières de faire. Et c'est donc les manières de faire de l'histoire. Et ces manières de faire, elles sont cependant présentes, mais sous deux formes principales. Les élèves et l'enseignant insistent sur le travail critique du titre et sur l'usage d'une balance qu'on vous a mis là, une balance que l'enseignant a choisie comme symbole en fait pour symboliser en fait cette analogie entre le travail de l'historien de peser des arguments et le travail des élèves. Donc ça devient un symbole de cette pesée des arguments, et ce qui est notable, c'est que ces deux éléments de méthode ne disent pas comment agir. La balance ici, elle symbolise le verdict, mais elle ne symbolise pas du tout le travail de construction du jugement. C'est ce qu'on a aussi ici dans cette
petit extrait est-ce que le titre « La chute de l'Empire romain » au vu de ce qu'il y a de chaque côté de la balance, au vu de l'importance que vous attribuez ou n'attribuez pas aux différents éléments, etc. Bon, ben oui, le plateau penche de ce côté-ci ou de ce côté-là, le titre est justifié ou pas du tout, enfin bref. Donc, et puis il termine, on voit que c'est une sorte d'équilibre, c'est pas facile. Est-ce que... oui, donc en didactique, en fait, par notre analogie histoire scientifique, histoire scolaire, on peut analyser ce constat en identifiant l'écart épistémologique entre cette métaphore de la balance et le travail de pesée des historiens. Ce qui manque dans la situation de classe, c'est une composante essentielle du travail des historiens, le fait que tous les arguments n'ont pas le même poids. Et que donc et qu'en fonction du problème construit, l'enseignant, lui, il sait que c'est en fonction du problème construit, il a travaillé ça avec les chercheurs, mais en fait, il ne parvient pas à dire comment est-ce qu'on peut estimer ce poids. C'est un autre extrait, celui-ci, je crois qu'on n'a pas... Oui, voilà, je crois que le temps passe, donc je vais peut-être te laisser poursuivre. Ouais. Alors, à partir de ces illustrations, mais de l'ensemble des corpus sur lesquels on a travaillé, ce qu'on constate, c'est donc cette modélisation de l'enquête historienne. On doit la modifier, l'adapter en fonction de ses usages et de ses difficultés professionnelles et des élèves qu'on constate au fil de ces expérimentations avec les enseignants en question. Et ça signifie notamment qu'on voit qu'il y a une tradition dans l'enseignement de l'histoire scolaire d'une tendance à modéliser le travail des historiens à travers des modèles ou des opérations, comme ici la pesée des arguments, par exemple, qui renvoie à des formules de l'épistémologie de l'histoire, mais qui en reste en fait à une position ni théorique réellement, parce que ce n'est pas exactement ce que veulent dire les épistémologues ou les historiens, mais ni pratique, puisque l'enseignant il constate que ce n'est pas facile d'utiliser ça avec ses élèves. Et finalement, ça renvoie à l'idée que un des boulots de l'enseignant, c'est de fabriquer de l'enseignable. Et l'enseignable, c'est notamment des règles de fonctionnement. Alors là, on peut référer à pas mal de questions d'épistémologie des sciences sociales, mais ça renvoie notamment à l'idée que, et c'est Bourdieu là que je prends dans ce que je vous dis là, c'est qu'il y a nécessité de radicaliser la différence entre une matrice théorique puis une matrice pratique, pour, d'un côté, rendre compte de la pratique, et de l'autre côté, comprendre le sens pratique des acteurs. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, non pas ce que font les historiens, mais ce que les élèves peuvent faire dans la classe, c'est-à-dire de se focaliser sur la pratique de classe. Et donc, ça renvoie au fait que ce qui est important dans la fabrication d'une procédure d'enquête, c'est cette capacité à devenir un instrument réellement pratique pour la classe, et non pas intermédiaire qui serait issu de travaux trop théoriques. 2 points de conclusion rapidement. On a modifié notre modélisation donc en fonction de ces constats empiriques et puis en fonction des contraintes épistémologiques, donc théoriques, que nous on va chercher au fur et à mesure aussi des constats de difficulté. Ça nous conduit à une procédure qui est devenue plus pratique, c'est-à-dire qu'elle devient, et c'est ça qu'on constate dans les derniers corpus, les dernières expérimentations, elle devient réellement pratique du point de vue de la classe, et tout en étant contrôlée du point de vue des principes épistémologiques, c'est-à-dire, par exemple, une des dernières procédures sur lesquelles on a pu travailler montre une boucle de rétroaction qui délinéarise ce chemin qui était évoqué tout à l'heure à travers ce que serait la recherche et la construction d'arguments. En fait, quand la construction d'arguments par une enquête, il y a des impasses, il y a des allers-retours, etc., et qu'il faut prendre en charge. Et puis, dernier point, l'analogie la deuxième, entre histoire et actualité médiatique, on discerne mieux à la fin en quoi l'enseignement d'une procédure d'enquête stable en histoire peut valoir aussi pour l'éducation critique aux médias, parce que le risque de relativisme qui valait, on l'a vu pour un peu tout, est maîtrisé d'une certaine manière aussi dans ce cas-là pour des productions médiatiques. Et ça, on constate dans les dernières expérimentations la manière dont, par l'usage de la méthode, tout n'est pas mis en doute, mais ce qui est mis en doute l'est de manière radicale.
Voilà, merci de votre attention.